rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différentes offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol, l'immobilier en un clic. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette autre édition de votre émission Autant le dire. Je vous parle aujourd'hui d'un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. La CRTV, en ce temps-là, proposait encore des contenus de divertissement intéressants. C'était l'époque où avoir un poste de téléviseur était encore un privilège de fonctionnaire avant la dévaluation du franc CFA bien sûr et la coupe drastique des salaires dans la fonction publique. La télé à cette époque-là était aussi une affaire de riches commerçants et autres propriétaires terriens. Hommes, femmes et enfants se retrouvaient le soir, le samedi soir bien sûr, agglutinés, assis par terre dans un salon, accrochés sur les barres de fenêtres chez l'unique TV Honneur du quartier ou du village pour regarder une bande de guet-lurons dans une série télévisée bien camerounaise. Aujourd'hui, je vous invite à faire un grand bond nostalgique dans le passé en compagnie de notre invité, superstar au Cameroun à cette époque-là. Si je vous dis Sylvestre Longan, est-ce que ça vous dit quelque chose? Certainement pas. Et si je vous disais par contre, l'orphelin, maintenant ça vous parle? Oui, c'était lui, la superstar des années 90 au Cameroun sur la CRTV et il était la tête de gondole d'une série intitulée L'Orphelin. Merci de rester fidèle à Naya TV. Merci de regarder Autant le dire. Alors, Sylvestre Longan, bonjour. Bonjour Jean-Bruno. Alors j'ai beaucoup hésité à vous appeler dans cette émission parce que je ne sais pas comment on vous appelle. En général, comment on vous appelle? Sylvestre, l'orphelin ou alors Mbita? En général, c'est un peu les trois, mais particulièrement quand je suis en face de ceux qui ont connu la série, oui. En général, c'est d'abord Mbita. Donc en général, on vous reconnaît encore de nos jours? Curieusement, oui. Oui, il y a encore beaucoup plus de personnes qui me reconnaissent, ce qui est parfois très surprenant pour moi-même parce que je ne sais pas si j'avais à reconnaître une personne qui a excellé dans son art. Et il y a plus de 30 ans ou plus de 35 ans, comme ce fut le cas avec l'orphelin, oui. Je ne sais pas si je serais capable de reconnaître une personne autant que les gens peuvent parfois me reconnaître. Oui. Alors, je le disais, hein, vous étiez une véritable superstar au Cameroun dans les années 90 grâce à une série télévisée camerounaise diffusée sur la CRTV à l'époque. Le titre de cette série télévisée, L'Orphelin. Et vous jouiez le rôle principal de cette série-là. Vous étiez Mbita dans le film Bonaventure. C'était Mbita Bonaventure. Mbita Bonaventure, voilà, oui, effectivement. La tête de gondole, hein, vous étiez le héros principal de cette série-là. Alors la série a commencé à être diffusée en 1982. Ça a commencé, on va dire, à la fin 89. Oui. Puis ça s'est poursuivi en 1990, voilà. Alors, comment êtes-vous arrivé dans cette série-là? C'est toute une histoire, en fait. La plupart des acteurs avec qui j'ai joué à l'époque
étaient des personnes avec qui on avait l'habitude d'évoluer déjà ensemble. Il faut dire que quand on tourne L'Orphelin en 89, oui, comme première série à la télévision camerounaise, on a déjà eu à tourner un téléfilm qui était très connu aussi à l'époque, qu'on appelait Kabeyene. Oui, Kabeyene. Voilà, oui, donc dans lequel j'avais joué le rôle de taximan, ou plutôt connu, enfin plutôt sous le nom de Flashboy. Oui. Donc, la personne qui avait mis en scène Kabeyene, Kono-Ateba Joseph, il est encore au Cameroun. Joseph Kono-Ateba. Oui. Voilà, Joseph Kono-Ateba. Oui. Alors, un soir, c'était à une époque où il n'y avait pas encore les moyens de communication faciles comme aujourd'hui. Hein. On ne prenait pas son cellulaire et puis on appelle quelqu'un comme ça se fait aujourd'hui. Donc, un soir, je suis chez moi. J'habitais à l'époque à Tinga, puis Kono-Ateba Joseph se présente et puis il m'invite, il me dit voilà, la semaine prochaine il faut venir à tel endroit. Enfin, c'était à l'école du centre derrière le cinéma à Bia. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'école, pour ceux qui connaissent Yaoundé, oui, il dit on doit se retrouver tel soir. Pourquoi? Parce que bon voilà, il y a une audition. Le professeur Ndamba Eboa qui avait réalisé Kabeyene à la télévision en 86, avait maintenant écrit cette série, L'Orphelin, et l'équipe de tournage, ou en tout cas les acteurs, devaient être choisis ce soir-là. Donc voilà comment je me rends au rendez-vous ce soir-là. Et lorsque j'arrive, on est dans une salle, on était dans une salle de classe, et on a commencé à attribuer des rôles. Au départ, on pensait peut-être me donner un rôle de policier ou de bandit. Mais subitement, on me fit appeler en avant pour me dire que, bon voilà, peut-être j'allais plutôt jouer le rôle de l'orphelin. Parce que, apparemment, le jeune orphelin, parce que ce que les gens parfois ne réalisent pas, c'est qu'il y a eu un jeune orphelin qui a tourné les 4 premiers épisodes. Oui, effectivement. Bon, alors, apparemment... pas apparemment, ce jeune et moi, on avait une ressemblance physique. Oui. Donc, de par cette ressemblance physique, j'ai été choisi donc, pour continuer le rôle. Pour faire la suite du rôle. Exactement. Oui. Donc, voilà comment on m'a fait. Voilà, exactement. Oui. Voilà comment on m'a fait venir en avant. Et on a dit, ah, mais il ressemble l'autre. Donc, voilà. Donc, c'est lui qui va jouer le rôle de l'orphelin grand. Alors, le village qui est la scène de cette série, c'est Ekumdum. Non loin de Yaoundé. Oui, en fait, le nom c'est Ekumdum. Oui. Mais dans la réalité des choses, c'était plutôt comme le cadre, c'était plutôt un cadre qu'on avait choisi pour tourner. Donc, et j'ai dû par la suite apprendre qu'à Yaoundé, qu'il y avait effectivement un village Ekumdum. Mais oui, justement, il y a un quartier à Yaoundé. Enfin, Yaoundé a beaucoup grandi et Ekumdum est pratiquement un quartier de Yaoundé. Oui. Donc ce n'est pas à Ekumdum, effectivement, que le film a été tourné. Non, le film n'était pas vraiment, ça ne se passait pas dans ce qu'on pourrait reconnaître aujourd'hui comme Ekumdum. Oui. Mais cependant, je veux dire, c'était... aujourd'hui, oui, il y a le dispensaire de Messassi. Oui. Quand on arrivait vers le dispensaire, on passait en arrière du village et on faisait à peu près une dizaine de kilomètres à partir de là. Et on arrivait dans un village qui était un petit peu le setting pour le tournage. Oui. Alors, et ça a été une aventure quand même extraordinaire. La série a duré sur 2 ou 3 années au moins à la télévision. Oui. Disons plutôt un petit peu plus d'1 an. Oui. Parce que par la suite, il y a eu des rediffusions. Oui. Donc c'est ça. Oui. Oui. Alors, et à l'époque, je le disais tout à l'heure, vous étiez une véritable superstar. Est-ce que vous avez eu du mal à vous départir de votre rôle dans la série et de votre vie au quotidien? Beaucoup vous prenaient en pitié, non? Parce que effectivement, la vie de l'orphelin dans le film faisait pitié. Et du coup, dans la vie réelle, les gens vous prenaient en pitié, apparemment. Oui, il faut le dire, parce que la télévision, comme vous avez expliqué, c'était plutôt une époque, on peut dire, de la naissance même de la télévision au Cameroun. Oui. Parce que, pour ceux qui se souviennent, la télévision est véritablement née au Cameroun lors du congrès, en 85, voilà, lors du congrès à Bamenda. Alors, nous sommes en 89, donc à peu près 4 ans après. Oui. On est encore à une époque où la télévision se diffuse
à des heures, hein, quelques heures, parfois ça avait commencé quelques heures par semaine, en fin de semaine, puis ensuite ça a augmenté. Donc, et justement, comme dans l'entame de cette émission, vous le présentiez, donc la personne qui avait la télévision dans un quartier, parfois même dans le village, était plutôt comme une personne rare. Donc, voilà. La télé, c'était une affaire de fonctionnaires. Hein. Bon, à l'époque où les fonctionnaires étaient encore bien, on n'avait pas encore eu la dévaluation du franc CFA et les salaires n'avaient pas été hachés comme c'est. Donc, c'est une affaire de gens bien. Tout à fait. Et ils n'étaient pas non plus trop nombreux, ces gens bien qui avaient la télévision. Donc, du coup, les gens, et il faut aussi comprendre ça comme ça, donc la plupart des gens qui regardaient la série se passer se reconnaissaient dans la série, dans diverses histoires qui étaient racontées dans la série. Absolument. Et c'est vrai que parfois je me retrouvais dans des endroits où je voyais des mamans qui étaient touchées de me voir, l'orphelin, qui me disaient « Oh, viens, assois-toi ici, oh, c'est méchant là. » Et elles allaient sortir peut-être le dernier repas dans la maison pour me donner, parce qu'elles estimaient que, bon, voilà, que j'étais maltraité. Voilà, donc voilà, j'étais... En fait, les gens avaient du mal à faire la différence entre le cinéma et la réalité, puisque la télévision était naissante au Cameroun. Exactement, exactement. Donc, mais par contre, il m'est arrivé aussi parfois de tomber sur des jeunes qui étaient, des jeunes qu'on pourrait appeler aujourd'hui, peut-être pas nécessairement aujourd'hui, mais des jeunes qui étaient privilégiés, puis qui avaient la télévision, puis qui connaissaient, puis qui comprenaient un petit peu le fonctionnement des images. Et ces jeunes, ils savaient ce qui se passait, et ils venaient vers moi et demandaient très gentiment d'avoir un autographe. Ah oui. Oui, et je signais. Je suis sûr que certains vont se reconnaître aujourd'hui, puis il y a certainement quelqu'un quelque part au Cameroun, au moment où on se parle, qui tient une feuille avec mon autographe s'il l'a gardé. Et il y avait aussi que quand j'arrivais dans un endroit, que ce soit dans la ville de Yaoundé où je vivais à l'époque, ou alors quand on voyageait à l'extérieur de Yaoundé, à chaque fois que les gens savaient que j'étais dans la ville, il y avait un tel engouement que parfois j'étais pris en otage pour prendre des photos avec des gens, parfois beaucoup d'heures. C'est-à-dire, les personnes vont se placer, prendre des photos, ils vont aller appeler d'autres. Donc pendant que ceux qui sont alignés sont en train de prendre des photos, il y a d'autres qui arrivent. Donc je pouvais rester comme ça des heures dans un quartier, quelque part en train de prendre des photos avec des personnes. C'était l'époque où on regardait la télévision en famille, entre amis, où tout le quartier se retrouvait chez l'unique TV owner du quartier pour regarder la série le soir. Exactement. Ouais, et même là-dessus, moi j'ai une anecdote que je vais vous raconter. Alors, un soir, j'étais en voyage avec mon père, que je conduisais à l'époque, parce que parfois je servais de chauffeur à mon père, et on était de passage à Obala. Bon, mon père il avait appris à parler de la série, et comme on savait que c'était le samedi à 21h, on n'a pas pu arriver à Yaoundé à temps pour pouvoir voir la série. On était à Obala, on a décidé de s'arrêter aussi dans une maison, comme vous le dites, qui avait une télévision. Bon, on s'est arrêté comme des inconnus, et à l'heure de regarder, tout le monde était gentil, on nous a laissé, on nous a fait asseoir, et on a commencé à regarder la série et tout. Et il y avait toujours un petit jeune qui de temps en temps se tournait, il me regardait, il regardait l'écran. Et moi, comme je craignais qu'il me reconnaisse, parce que je savais ce qui pouvait se passer quand il m'aurait reconnu. Alors, donc, à chaque fois qu'il se tournait vers moi, j'essayais de me dissimuler. Et à un moment donné, j'ai toussé, mon père parlait et j'ai parlé. Parce que moi, j'ai ma voix. Beaucoup de gens m'ont souvent reconnu par leur voix. Aussitôt que j'ai parlé, le jeune s'est tourné, il a crié, il a dit « Ah, mais c'est lui !» Et à partir de là, c'est devenu complètement, mais alors, impossible que nous puissions sortir de là. Et c'était la nuit. Donc, on a dû faire appel au chef du village, on a dû faire appel aux policiers pour qu'ils créent un cordon de sécurité pour qu'on puisse reprendre la route.
Alors c'était à peu près comme ça un peu partout où on passait, quoi. Oui, l'engouement il était extraordinaire. Et on l'a dit, c'était à l'époque de la télévision naissante. Très peu de gens avaient la télévision. Je me rappelle, pour ceux qui avaient la télévision dans le quartier, leurs enfants ne faisaient plus rien, hein. On faisait faire le ménage dans la journée pour gagner le droit d'avoir une place le soir pour regarder l'orphelin. Oui. Et après l'orphelin, il y avait Télépodium, mais bon, ça c'est une autre histoire. Alors parlons maintenant du tournage de cette série, qui quand même, d'un point de vue technique, est admirable. À l'époque où il n'y avait pas des caméras miniatures comme on les a aujourd'hui, où techniquement, ce n'était pas... mais on a vu quand même un film d'une qualité technique assez respectable. Le son, il était bon, la qualité de l'image, elle était très très bonne. Parlez-nous un peu de comment vous avez tourné cette série à l'époque. Alors, le tournage, on était supporté par l'équipe de la CRTV, et qui était très bien équipée à l'époque, surtout au début de la télévision. Donc je me souviens, le matériel, c'était du matériel de très bonne qualité qui venait à l'époque, on disait d'Allemagne. Donc voilà, on avait vraiment du bon produit. On avait des techniciens bien formés qui étaient très soucieux du travail bien fait. Et le pasteur Damba Eboa, qui était réalisateur à la télévision à cette époque, avait étudié la réalisation aux États-Unis d'Amérique et avait une bonne compréhension et maîtrise de cet art-là. Et moi, je lui tire d'ailleurs mon chapeau. Il est encore vivant, hein, comme je suis bien heureux. Hein, je sais qu'il est... On m'a dit qu'il est pasteur quelque part au Cameroun, à Kondengui, enfin dans une paroisse à Yaoundé. Donc, le pasteur était il avait la main pour ça. Il avait une belle équipe qui soutenait. Et on avait aussi un beau cadre. C'était vraiment le cadre de la nature, c'était le village. Donc, on pouvait bénéficier, comme je disais tout à l'heure, du support technique de tous ces techniciens qui étaient formés, du beau matériel qui venait en général de l'étranger, qui était encore de bonne qualité, et bien évidemment du cadre féerique dans lequel on tournait. Et puis on avait des bons acteurs aussi, il faut le dire, qui travaillaient avec beaucoup de passion. Les quelques-uns avec lesquels j'ai tourné à l'époque. Justement, on va revenir un peu sur les acteurs de la série pour savoir ce qu'ils sont devenus. D'abord, il y avait vous, Mbita l'orphelin, l'acteur principal. Il y avait une grosse vedette également de cette série, c'est Essola. Et tout à fait, Tamfo Salomon, à qui je profite d'ailleurs ici pour dire bonjour, parce que je sais qu'il est là, il est au Cameroun, il est à Douala, il est à Yaoundé, j'allais dire. Donc, dans un de mes voyages au Cameroun, il n'y a pas très longtemps, je suis allé le voir. Donc il est là, je le salue. Alors et justement, Essola, c'est avec du temps qu'on a même su qu'il ne s'appelait pas Essola parce que c'était devenu son nom, et il a même donné son nom pour qualifier un type de personnage, c'est-à-dire des traîtres, des gens méchants, on les appelait les Essola. C'est un phénomène cette série-là, et Salomon Tamfo, bon acteur, non? Très très bon acteur, oui. Et il avait ça dans l'âme et un peu dans le sang, comme on dit au Cameroun. Donc, et pour ceux qui ne le savent pas, comme son nom le dit, Tamfo Salomon, on pouvait le voir et vraiment croire à son personnage, non seulement comme étant le personnage qu'il incarnait, mais aussi l'origine qu'il était supposé être dans la série. Parce que Tamfo Salomon, quoique étant de l'Ouest, c'est bien adapté dans le sens... Les choses comme elles sont aujourd'hui, parce que c'est important de le souligner. Essola, lui-même, Salomon Tamfo, il est originaire de l'Ouest, il est Bamileke, et il jouait un rôle qui était d'un personnage plutôt bêtis. Et il le faisait bien. Vous aussi, vous êtes plutôt de l'Ouest, et vous jouez un rôle qui était celui de Mbita, qui est plutôt un personnage bêtis. Et est-ce qu'au moment du casting, il n'y a pas eu ce problème-là, il n'y a pas eu quelqu'un pour se dire quand même, écoutez, on ne va pas donner le personnage de Mbita à Longa? Pas vraiment, parce que bon, à l'époque, il faut le dire, c'était plutôt la tête du métier. Donc si la personne avait la tête de l'emploi, on lui donnait les rôles. Alors, même si de temps en temps, de côté, il y avait peut-être certains
c'était un rumeur de personnes qui pouvaient parfois se poser. Oui. Mais en général, c'était plutôt la tête de l'emploi qui faisait en sorte qu'on choisisse un personnage. Voilà. Oui. Alors, et un autre personnage, c'est votre oncle dans le film, Bondo. Oui. Ah, il est décédé aujourd'hui. Oui. Bondo est décédé pas très longtemps, je pense en 2008. Donc voilà, oui. Alors, et les autres acteurs du film, qu'est-ce qu'ils sont devenus? J'ai appris aussi paix à son âme, celui qui avait joué Ayolo, qui était le cousin de Mbita, qui essayait d'arracher la chefferie. Il est décédé aussi il y a quelques années. Celle qui jouait le rôle de la première femme de l'orphelin, elle est encore là au Cameroun. Alors je profite aussi, je la salue. Elise s'appelle Elise Kameni, donc elle est encore au Cameroun. Celle qui jouait le rôle de la quatrième femme qu'on appelait Ngwana. Je la salue, je pense qu'elle est encore au Cameroun. Mais malheureusement, celle qui jouait le rôle de la troisième femme qu'on appelait Ewali, et celle qui joue aussi le rôle de, je pense, la quatrième, qu'on appelait Lucie, dont les deux, malheureusement, paix à leur âme, sont décédés. Donc voilà, il y a un certain nombre d'acteurs, et aujourd'hui que je peux voir encore sur les écrans au Cameroun, comme on avait un personnage qui jouait parmi les notables au village, que je vois encore. Donc je vois encore quand même quelques personnages qui étaient à l'époque, qui passent encore dans certaines séries. Mais je suis en contact minimalement avec Essola. Alors, est-ce qu'il ne vous est pas venu à l'idée, maintenant que la technologie a évolué, les canaux de diffusion de ce type de produits ont changé, il y a Internet qui est arrivé entre-temps. J'ai beau regarder dans les réseaux sociaux, je n'ai pas encore vu l'orphelin. Bon, est-ce que l'idée de numériser et de diffuser ne vous est pas encore venue C'est une question que je reçois souvent de la plupart des gens qui viennent à mon contact. Déjà, il faut dire que ça a été tourné à une époque où justement la numérisation n'existait pas ou très peu. Mais aussi, ce qu'on doit comprendre avec ça, notre pays, j'imagine, n'a pas toujours su comment travailler, ou peut-être pas nécessairement le pays, mais je l'ai dit, la télévision, au niveau de ce qu'on pourrait appeler l'archivage, l'archivage. Les archives, c'est pas les archives, vous savez, voilà, exactement. À la CRTV. Voilà, donc à la CRTV, mais aussi au Cameroun dans l'ensemble. Donc, aujourd'hui, oui, je veux dire, si on aurait pu avoir de bons archives de la série, on aurait pu penser le faire, mais je suis à peu près sûr que malheureusement au niveau de la télé, on ne retrouverait pas, disons, l'ensemble du tournage, l'ensemble des épisodes, même si on voudrait le faire. Puis l'autre chose aussi, parce que les gens qui m'ont souvent approché, m'ont posé la question. Ce qu'il faut comprendre, c'est que j'étais un acteur dans la série, mais je ne suis pas l'auteur de la série. Oui. Donc j'ai aucun droit véritablement, à supposer même que j'avais mes propres images, j'ai aucun droit de les numériser, puis de les mettre, par exemple, de les publier. Absolument. Voilà. Donc ça, c'est un travail qui revient normalement à l'auteur, qui est le pasteur Ndamba Eboa. Et d'ailleurs, j'en profite ici pour lui faire un appel, si jamais qu'il avait la chance d'écouter cette émission, que oui, que beaucoup de personnes réclament. Partout où je suis passé, puis bon, j'ai voyagé partout dans le monde, que ce soit en Asie, que ce soit aux États-Unis, partout en Europe, même dans certains pays africains. À chaque fois que je suis venu au contact des Camerounais ou bien d'autres personnes qui avaient vu, ça a toujours été la question. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à voir l'orphelin dans les médias sociaux, minimalement YouTube ou encore Facebook? Alors, donc, c'est plutôt de dire que ça a précédé cette époque où, par exemple, c'est très facile aujourd'hui de publier quelque chose. Et aussi, il y a une question de droit d'auteur. Et l'auteur est encore là. Et vraiment, moi, je fais un appel. Je ne sais pas s'il a
Je ne sais pas s'il a aucun moyen peut-être de retrouver les épisodes, s'il avait fait des copies pour lui-même, parce que je sais qu'au niveau de la CRTV, ça serait très très difficile de retrouver l'ensemble de la série. Alors, ne serait-ce que mettre quelques épisodes, parce que beaucoup de personnes... Oui, c'est pas mal. Oui. Alors, je vais vous donner une petite chanson et vous allez me dire si ça vous rappelle quelque chose. Oui. Lorsque je lève ma voix à travers l'univers, c'est pour chanter les souffrances de la terre. Voilà, oui. Ça, c'était le générique. Tout à fait, oui. Et rien que ce générique, il donnait des frissons et on cherchait la chaise ou alors on s'accrochait mieux à la fenêtre pour regarder le film. Hein. Tout à fait, oui. Tout à fait. De feu Abdou Benito. Oui. Bon, contrairement à ce que les gens pourraient penser, Abdou Benito n'avait pas composé cette série. Précisément, il n'avait pas, je vais dire, cette chanson pour la série comme telle. Ah, bon, c'est une chanson que les techniciens, à l'époque, mon ami Inga Mathieu qui faisait le montage de la série, et peut-être le pasteur d'Ambaïbois, dont je pense qu'au niveau de ce qu'ils appellent l'après-tournage. Oui, la post-production. Oui, au niveau de la post-production, ils ont détecté cette chanson comme étant une chanson qui était vraiment en lien et adaptée avec les circonstances, et ils l'ont choisie. Ouais. Et c'est une très très belle chanson, ouais, qui allait vraiment main dans la main avec la série, et on pourrait croire que cette chanson a été effectivement... On a pensé que la chanson avait été composée pour la série. Oui. Non, ça n'a pas été le cas, mais c'était comme on pourrait dire aujourd'hui un heureux hasard. Oui. Voilà. Oui. Donc, les techniciens, je veux dire, ceux qui ont fait la post-production, ils avaient vraiment le flair. Oui. Voilà. Oui. Alors, après la série L'Orphelin, vous, à titre personnel, comment s'est passé, quelle a été la suite de votre trajectoire dans le cinéma, ou alors tout s'est arrêté pour vous après L'Orphelin? Bon, on va dire qu'au niveau du Cameroun, tout s'est arrêté pour moi. Parce que j'ai quitté le Cameroun en avril 90. Et la série continuait quand même. C'est-à-dire quand je quitte le Cameroun, plus précisément le 15 avril 90, il y a 5 épisodes en post-production qui vont être diffusés après mon départ. Oui. Donc voilà, et je me rends donc ici au Canada pour y poursuivre des études en art dramatique. Donc jusque-là, j'ai quand même un lien avec l'art. Mon intention à cette époque est encore peut-être de mieux me former sur comment est-ce que l'art se déroule ailleurs, et peut-être de rentrer au Cameroun et de mettre ça en valeur. Donc j'arrive au Canada en 90 et je vais étudier l'art dramatique. Donc je fais un premier diplôme en art dramatique, mais pour toutes sortes de situations, je décide donc de rester. Et sur le plan personnel, pendant que j'étudiais en art dramatique, oui, j'ai pu quand même avoir le bonheur d'être choisi comme acteur. Et j'ai joué dans certaines productions, y compris à la place des Arts à Montréal, qui est quand même le lieu mythique des Arts. À Montréal, j'avais tenu un rôle dans une pièce professionnelle, mais par la suite, je suis devenu même membre de l'Union des artistes du Québec, une organisation très prestigieuse. Malheureusement, une fois le diplôme obtenu, le casting ici à l'époque, je vais dire au Québec surtout parce que à l'époque je vivais au Québec, oui, le casting était très très difficile. C'est-à-dire que les rôles pour les personnes de couleur étaient des rôles très très difficiles à avoir, et parfois c'était des rôles des rôles très précis. J'en connais d'ailleurs un de nos compatriotes, Maka Koto, qui à l'époque, oui, on l'avait casté, et il jouait dans une série qu'on appelait Super Samplon à l'époque. Donc, alors c'était c'était vraiment des rôles compte-gouttes. Alors j'ai beau me chercher à l'époque d'avoir une agence qui allait me représenter donc, auprès des productions, j'ai pas réussi à trouver une agence. Alors finalement j'ai quitté
j'ai abandonné le métier d'acteur et je me suis tourné dans l'enseignement. J'ai pris un diplôme, donc j'ai refait notre diplôme en enseignement pour devenir enseignant. Et j'ai enseigné durant à peu près une année au Manitoba, qui est une autre province canadienne. Absolument. Mais il faut dire que pendant que j'étais enseignant là-bas, j'étais comme le metteur en scène invité de l'université, enfin du collège universitaire de Saint-Boniface à l'époque, et j'ai pu mettre en scène quelques pièces qui étaient quand même assez courues, mais cette fois-là comme un metteur en scène. Donc j'ai fait un petit peu de mise en scène et aussi un petit peu de jeu en même temps. Donc par la suite, ce n'était pas assez parce que là, je réfléchissais toujours, parce qu'à la fin de la journée, il faut quand même que le métier qu'on fait fasse vivre l'homme. Oui. Et Il faut bouillir la marmite. voilà, donc à un moment donné, j'ai compris que peut-être c'était pas ce métier qui allait vraiment me nourrir, et puis j'avais des ambitions comme tout le monde. Je lui ai dit fonder une famille, puis voilà quoi. Donc, alors en 98, j'ai fait un concours pour entrer et commencer à travailler pour le gouvernement du Canada. Et je travaille comme fonctionnaire canadien depuis 1998. Donc voilà, c'est un peu ça mon évolution. Donc votre carrière d'acteur de cinéma est derrière vous aujourd'hui? C'est derrière moi pour ce qui est de la carrière professionnelle. Mais j'ai toujours à chaque fois que quelqu'un fait appel à moi, que ce soit par exemple quand on a lancé l'association Binam, dans le temps en 91 à Montréal, dont j'ai prêté quand même mon expérience pour être le premier conseiller culturel à monter les premières pièces. Donc à chaque fois qu'on a sollicité mon expertise, voilà, je l'ai donné, mais de là à continuer vraiment dans le métier de l'art comme tel, non, j'ai vraiment mis ça de côté et j'ai plutôt une vie maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, je travaille complètement dans d'autres choses qui n'ont absolument rien à voir avec l'art dramatique. Ça ne vous empêche pas quand même d'avoir toujours un regard sur le milieu du cinéma camerounais? Tout à fait, oui. Je regarde, je suis même d'ailleurs très intéressé, C'est quoi le regard que vous portez sur le cinéma camerounais d'aujourd'hui? On a parlé de l'orphelin, ça c'était l'époque de la télévision unique. Aujourd'hui, les télévisions se sont multipliées. Internet est rentré dans la danse également. Donc, la production, elle a multiplié. Alors, est-ce que la qualité a suivi, à votre avis? Maintenant, oui. Maintenant, oui. Il y a eu une époque où la courbe était plutôt très très basse. Un peu comme au Cameroun, on appelle l'effet callbox. L'effet callbox, c'est une personne qui fait une chose et puis le lendemain, c'est repliqué par plusieurs autres personnes. Absolument. Donc, il fut un temps où, quand le métier s'est libéralisé, comme vous avez dit tout à l'heure, à partir des petits appareils, à partir de caméras, on pouvait pratiquement tourner des images. Alors, il y a beaucoup de personnes qui s'y sont lancées. Donc le temps a fait son œuvre et beaucoup de ces personnes-là ont été absorbées par le temps et puis ont fait place à de très très bons acteurs et producteurs. Commençons par les acteurs. Est-ce que vous avez des acteurs que vous avez remarqués et que vous appréciez particulièrement au Cameroun aujourd'hui? Oui, il y a quelques-uns que je vais citer. Il y a bien sûr Mintumba, qui est aussi réalisateur que j'ai eu le bonheur de rencontrer à un moment donné, qui fait du bon travail. J'en connais Jean de Dieu Tchénébé, qui fait aussi du bon travail. Blaise Option. Alors ce sont ceux-là que j'ai l'habitude de regarder. Et, alors, pour citer ces trois, puis bien évidemment, il y a Edoudoua non glacé, puis avec sa compagne de toujours. Oui, voilà. Qui font du bon travail. Il y en a aussi plein d'autres. Et puis, bien sûr, parmi les acteurs qui embauchent ces personnes dans leur rôle de réalisateur, je vais citer aussi Jean-Claude Suitchou, je pense, qui est très bon. Et puis, j'ai d'ailleurs un ami qui le ressemble beaucoup ici. donc, ils sont nombreux. Il y a un autre que j'oublie le nom, qui joue souvent beaucoup
qui joue souvent de bons rôles. Il parle anglais et français. Bon, ça, son nom m'échappe, mais... alors, ils sont nombreux quand même, que quand je regarde, j'admire. Et j'ai l'impression que si je me compare à eux, j'ai l'impression même qu'ils sont beaucoup plus avancés que ce qu'on était, mais que leur époque est une époque où il y a beaucoup plus de concurrence. Oui. Alors que moi, j'ai évolué... Et beaucoup plus de possibilités aussi, non? Oui. Beaucoup de concurrence et possibilités, alors que j'ai évolué dans un temps où il y avait un petit peu moins. Donc, voilà. Oui. Alors, est-ce que vous avez un film camerounais que vous avez regardé ces derniers temps et qui vous a particulièrement marqué, film ou série, ou alors n'importe quoi? Ben, oui, j'ai quelques séries que j'ai regardées. Bon, j'avais regardé dans le temps La Reine Blanche pour la simple raison que c'était tourné par Mintumba. Puis, il y avait mon ami Essola là-dedans qui tenait le rôle d'un des notables. J'ai regardé beaucoup de séries, beaucoup de films de Blaise Option, mais ça ne me vient pas. Voilà, les 12 cas. J'ai trouvé ça très intelligent comme concept. Et j'ai regardé Otage d'amour. Je me fais un point d'honneur de continuer à suivre les films, je veux dire le cinéma et puis la télévision camerounaise, parce que c'est très, comment on dit en anglais, entertaining. D'un point de vue financier, parce que beaucoup font également ça pour gagner leur vie, hein, c'est un métier, donc il faut bien en vivre. Est-ce qu'à votre époque, c'était bien payé? Combien avez-vous gagné en jouant le rôle de Mbita? Bon, alors, vous faites bien de demander si c'était bien payé. Il fallait même d'abord demander est-ce que c'était payé. Ah d'accord. Bon, très bien. Est-ce que c'était payé? Et je vous dirais non. Non. Excusez-moi, vous n'avez pas joué ce truc-là comme ça pour rien? Ben, c'était malheureusement la réalité de ce temps-là, quoi. Et puis, ceci n'est pas pour critiquer qui que ce soit, mais c'était vraiment ça. Oui, c'était la réalité économique peut-être de l'affaire, oui. Oui. Je pense qu'il y avait une certaine conception de ceux qui auraient pu voir à ce que les acteurs commencent à être payés normalement à cette époque. Il y avait cette fausse conception qu'on est très heureux de passer à la télévision, parce qu'une fois qu'on est passé à la télévision, on se fait reconnaître dans les rues. Et Dieu sait que oui, on s'est fait reconnaître dans les rues. Je me souviens, il y a toujours que, à chaque fois, je peux vous raconter beaucoup d'anecdotes. Hein. On arrive devant le Katios, pour ceux qui connaissent le Katios à Yaoundé. La nouvelle va courir quelques mètres avant que nous sommes en train d'arriver. Si on me remarque en train d'arriver avec une équipe ou avec quelques acteurs, la nouvelle court avant et la porte est dégagée même avant qu'on arrive. On va nous faire une place. Si c'est une personne qui vous a remarqué dans la rue, qui a voulu vous amener, ben, cette personne va être servie avec vous parce qu'une fois que vous entrez, vous êtes installé, c'est d'autres personnes maintenant qui veulent vous donner à boire. Oui, il y avait ce genre de choses, mais... Et j'ai l'impression que les gens, ou ceux qui auraient pu penser un petit peu plus au-delà, qu'un acteur, c'était une personne qui se levait quand même le matin, qui partait, qui avait une journée à passer, qui avait une famille, probablement à nourrir quand il revenait à la maison, ou même à se nourrir soi-même. Donc, parfois, ils n'ont pas pensé qu'il était utile, important et même nécessaire de s'assurer que cette personne-là ait de quoi minimalement vivre à l'époque. Donc, alors, oui, c'est vrai qu'on avait ce genre, comme je disais tout à l'heure, des petites reconnaissances ici et là, des gens qui donnaient. Oui, voilà, donc c'était ça. Mais il n'y avait pas vraiment un salaire, comme on n'avait pas, même universitaire au Cameroun, j'avais ce qu'on appelait les psys. Oui. Et ça, c'était connu. Moi, je suis allé à l'université dans les années 86, 87. Je faisais le droit. Chaque mois, j'étais boursier à l'époque, puisqu'il y avait la bourse. Donc, chaque mois, je pouvais quand même aller prendre 30 000. Ça, c'était connu. Ah, 30 000 Oui. Étudiant. Oui. Donc, mais acteur, il n'y avait pas on dit un émoulement. Voilà, de ce genre, ou peut-être chaque mois ou chaque semaine. Qu'on recevait un tel montant. Donc, aujourd'hui, on a le sentiment que les choses ont plutôt changé, ou alors c'est que les producteurs d'aujourd'hui ont su concilier les exigences artistiques
avec les contraintes économiques. Quand on prend le cas, par exemple, de Mintumba, il s'en sort plutôt très bien. Mais ça l'aide d'être son génie personnel. C'est-à-dire qu'il ne se contente pas simplement de faire le film, mais il sait comment vendre et comment gagner de l'argent à travers ses films. Oui, comme on dit, comme tu l'as clairement dit, c'est un autre temps, c'est une autre époque. Et celui qui sait composer avec cette époque est beaucoup mieux dans cette époque-ci. Il faut dire quand même que les gens comme Mintumba, ça n'a pas été facile de ce que j'ai appris, parce que dans les débuts, quand ils ont commencé à tourner, j'imagine, on l'a connu dans ses débuts dans quoi, peut-être les déballeurs, voilà. Donc, ben, je peux en témoigner, parce que les déballeurs en 2008, effectivement, avec Arte, on travaillait sur une série, toutes les télés du monde, et avec une collègue française, on est allé assister à un tournage des déballeurs à Douala, et j'étais impressionné, les mecs, ils tournaient avec des caméscopes. Des caméscopes. Et j'ai vu Mintumba sur le terrain avec des caméscopes, et aujourd'hui, il semble avoir un équipement beaucoup plus sophistiqué et tout, donc il a grandi. Oui, il a beaucoup grandi. Et c'est tout à son honneur, parce que j'ai pu voir un épisode où il parlait spécifiquement de comment se passe un tournage. Et j'ai beaucoup apprécié suivre cet épisode, parce qu'on l'a suivi toute une journée à partir de chez lui, alors pour comprendre. Et on a pu aussi voir quel matériel technique est utilisé, par exemple, pour garder l'image qui ne bouge pas. Donc, alors, il y a beaucoup d'évolutions aujourd'hui. Mais sur le plan, par exemple, de vendre le produit, il y a d'approcher. Déjà, à notre époque, il y avait juste la CITV. Aujourd'hui, par exemple, les Mintumba peuvent approcher. Au Cameroun, il y a Canal 2, mais il y a aussi Canal International. Donc, il y a beaucoup plus pas mal de films. Voilà. Donc c'est plutôt cette époque-là. Mais à notre époque, les gens, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, avaient pensé qu'on était juste très heureux de passer à la télévision et de pouvoir passer partout et d'être reconnu. Et ça, votre parfois salaire. de manger. C'était un petit peu ça notre, salaire. Alors aujourd'hui, s'il vous était donné de proposer quelque chose pour améliorer l'environnement du cinéma camerounais, parce que c'est vrai, on a quand même 2 ou 3 personnes qui réussissent à s'en sortir, mais c'est pas la même chose pour tout le monde. Il y a plein de gens qui galèrent là-dedans. On n'arrive pas encore à en faire une véritable industrie, comme on le voit à côté au Nigeria. Oui. Alors, je pense que le problème est multifacette aussi, dans le sens que si on prend la situation particulière du Cameroun, je veux dire, le cinéma n'est pas le seul domaine dans lequel les choses peuvent encore mieux s'améliorer. Ça s'améliorer mieux, donc c'est presque dans tout. Donc c'est plutôt, moi je dis, à l'image, c'est plutôt vraiment à l'image générale, malheureusement, du pays. Mais c'est encourageant de voir ce que je vois avec la qualité, avec l'investissement des personnes. Alors tout ce que je dirais, c'est peut-être que ces personnes-là continuent à s'investir comme ils le font, parce qu'on voit, comme quand je parle de cette série, mon Dieu, j'ai oublié le nom de la série dans laquelle Elimbi joue, on sent quand même que... La bataille des chéris La bataille des chéris, voilà. Alors, on sent quand même qu'il y a beaucoup d'investissements des producteurs, mais peut-être aussi des gens autour, parce que, et Dieu me pardonne, parce que à la fin souvent des séries ou de chaque épisode de série, on voit souvent le générique, non seulement d'annonceurs, mais des gens qui aident. Donc, des soutiens. Alors voilà, ce genre de soutien doit continuer, parce que malheureusement, à l'image du cinéma, où on n'a même plus de salles de cinéma comme telles, parce que même ici où on vit au Canada, les salles sont presque vides maintenant à cause du développement des médias sociaux, de toutes ces plateformes de streaming. Voilà, on peut rester chez soi et puis on commande le dernier film qui est sorti avant même que ce soit sorti dans les grandes salles. Donc vous comprenez que c'est vraiment au milieu de continuer à soutenir, comme je vois déjà comment que ça se passe. Et aussi inviter, parce que parfois je suis souvent surpris et déçu
quand je parle à quelques-uns de mes compatriotes, et je suis tout enthousiaste. Oh, as-tu vu la dernière série? As-tu vu telle série du Cameroun? As-tu vu? Ils me disent, oh non, non, nous on ne regarde pas, je ne regarde pas les séries. Autant qu'il arrive à l'occasion de voir quelques personnes originaires du Cameroun ou d'Afrique qui sont passionnés des séries de leur pays. Autant la plupart des personnes ont démissionné de ça, donc on ne regarde pas. Pourtant, il y en a, je veux dire, il y a Sinaf, on peut même s'abonner. Donc, je crois que c'est un travail d'ensemble que ceux qui soutiennent continuent à soutenir, ceux qui s'investissent comme des producteurs, comme des réalisateurs continuent à faire le travail qu'ils font, c'est-à-dire que malgré les moyens, parce qu'on voit quand même le résultat, on voit que c'est très bien. Et les acteurs ont monté d'un cran le jeu, les acteurs, les actrices, j'allais dire, parce qu'il ne faut pas oublier les Muriel Blanche, que je me rappelle. Il y en a aussi, mon Dieu, il y en a une qui joue avec Muriel Blanche, enfin ils ont joué à 4 dans une autre série comme 4 amis. Donc, on a des ressources, on a du talent, on a même du soutien. Donc il s'agit de continuer à investir dans ces soutiens, mais il faut aussi surtout que nous, maintenant comme le public, que nous puissions prêter notre contribution en regardant ces séries. Regardons-le avec nos enfants, regardons-le avec nos familles. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet pervers derrière le développement de la technologie avec les caméras? On peut désormais faire une série, même avec un téléphone portable, c'est possible et tout. On peut diffuser à rien du tout sur YouTube, Facebook et toutes ces autres plateformes-là. Est-ce que l'effet pervers qu'on a derrière cette facilité-là, ce n'est pas d'avoir une espèce de cinéma fast-food, vite fait, on balance vite fait. Oui, il y a ça aussi. Oui, il y a ça aussi. Il y a ça. Qualité, Oui, il y a ça aussi. Oui, il y a ça. C'est vrai que c'est un aspect, mais il n'y a pas qu'au Cameroun qui a ça, puisque même ici, je vous dis, il y a des gens, ils gagnent leur vie avec ça, ils se baladent avec une caméra. Ils voient quelque chose qui se passe, ils filment. Et parfois, ils peuvent vendre ces images très chères, peut-être à une télévision. Des fois, vous apprenez toutes ces histoires aux États-Unis de personnes qui sont qui se font abuser de leurs droits, des personnes surtout de race noire. Parfois, il y a des gens qui se baladaient avec une caméra qui filment. Oui, c'est vrai que la vulgarisation du film ou en tout cas des petits appareils qui peuvent filmer font en sorte que presque tout le monde croit et très honnêtement et peut-être même naïvement toute personne pense qu'elle est capable peut-être même de faire son film et les gens en font même dans les familles. Donc, mais à la fin il y a quand même que quand on regarde une série comme quand on prend cette série de la bataille des chéris, puis qu'on regarde, c'est très très au-delà. Par exemple, de penser que bon voilà, on pourrait juste avec une petite caméra. On voit bien qu'il y a un investissement sérieux derrière. Voilà. Donc ça c'est captivant, ça capte, il y a une histoire derrière, et voilà. Donc on peut trouver le moyen de prêter attention à tous ces produits tels que publiés dans les médias sociaux, Facebook, Instagram et autres. Mais on peut quand même encore trouver le temps de s'asseoir parce que moi, je peux vous dire, quand je commence à regarder une série camerounaise qui est bien et que ça me capture, je passe des moments de bonheur. Parce que c'est un élément de reliance. Et je suis capable de voir, peut-être parce que bon, voilà, j'ai tourné par le passé, et je peux vous dire que parfois je m'oublie, je ne regarde pas ça juste avec le côté critique de quelqu'un qui connaît l'art. Moi, parfois, je regarde ça juste comme une personne qui regarde, et puis ça me captive, et puis je suis capable de passer de très bons moments. Donc, il s'agit plutôt de dire aux personnes que oui, vous pensez ça peut-être, mais prenez le temps.
asseyez-vous et regardez, et puis vous allez probablement vous amuser. Oui. Alors, est-ce que vous pensez que le soutien, ces acteurs, ces réalisateurs, ces producteurs de cinéma, de séries au Cameroun bénéficient du soutien institutionnel qui devrait être le leur? Parce que ces films-là contribue quand même à diffuser la culture camerounaise. C'est également un élément de reliance pour les Camerounais. Vous vivez au Canada depuis très très longtemps. J'imagine que ce sont ces séries-là qui vous permettent d'avoir encore de contact avec le pays pour voir comment il va le pays, à quoi ressemble le pays désormais. Oui. Au moins pour ça, ce travail mérite d'être soutenu au niveau institutionnel, non? Oui, parce que je lui dis, c'est le rôle des institutions d'un pays de s'assurer que la culture vive. Oui. Bon, les ressortissants ont aussi ce rôle, mais un peu plus que les ressortissants, parce que normalement, les ressortissants choisissent ceux qui sont à la tête de ces institutions. Donc, c'est leur devoir, c'est le rôle des institutions de s'assurer que les moyens sont mis à la disposition de ceux qui sont prêts à s'investir pour pouvoir faire vivre la culture. Et Dieu sait qu'au Cameroun, de la culture, il y en a. Oui. Donc, il y a toujours place à l'amélioration, dont je ne suis pas sur place pour savoir exactement quelles sont encore les lacunes, mais de ce que je peux constater et de ce que je peux écouter, il y a toujours cette question de droit d'auteur au Cameroun. Oui. Pas seulement sur l'art cinématographique, mais c'est comme si on dirait que tous les artistes au Cameroun, que ce soit les artistes de la musique, que ce soit les artistes du cinéma, alors j'imagine que c'est un domaine qui demande encore, bon, il y en a encore beaucoup à améliorer là-dedans. Oui. Alors il y a également le rôle de la télévision et encore plus la télévision publique. Je me souviens d'un entretien dans lequel Mintumba et beaucoup d'autres, Mintumba se plaignait par exemple que ces films ne soient pas diffusés à la CRTV, ce qui est un problème quand même, non? Oui. Parce qu'après, les chaînes comme Canal+, ou alors TV5 viennent prendre nos séries et font leurs affaires avec des séries qui ont été tournées au Cameroun et qui auraient pu être diffusées par la télévision publique. Tout à fait, ne serait-ce que parce que la CITV, c'est le fleuron de la télévision camerounaise. Voilà, c'est la télévision publique. Ne serait-ce que parce que pour toute personne qui vit et travaille au Cameroun, les impôts de diffusion sont coupés directement à la source pour financer la CITV, ne serait-ce que à cause de ces éléments, devrait être normalement le chef de file parmi les télévisions à diffuser le plus de produits camerounais. Maintenant, est-ce que c'est parce que peut-être il y a d'autres considérations? On peut toujours rentrer là-dedans, mais en partant, oui, ça devrait être ça leur rôle. Mbita, l'orphelin, Sylvestre Longan. Alors, quelle est la chose que vous gardez vraiment en mémoire de la belle époque de la série L'Orphelin, dont vous étiez l'acteur principal? Ce que je garde de cette époque-là, c'est le fait d'avoir été au centre d'une attention que je n'avais pas vu venir. Et aujourd'hui, avec beaucoup de recul, j'arrive pas à comprendre comment est-ce que, malgré tout, j'ai réussi à demeurer les deux pieds sur terre quand même pareil. Parce que ce fut une très belle époque, parce que je me souviens à un autre âge, la manière que ça se passait, on se retrouvait parfois, surtout les scènes faites au village. Oui. Tiens, on est en train de tourner une scène. Le décor, il était magnifique. Oui, on est en train de tourner une scène et puis subitement on voit un villageois qui passe avec peut-être un serpent qu'il a attrapé dans un de ses pièges, et puis paf, l'idée vient, on le prend, on l'introduit. Alors, c'est comme ça que ça se passait. Oui, il y avait des scènes comme ça. Donc c'était un petit peu cette ambiance
en même temps plein d'improvisation, la complicité avec les acteurs principaux. C'est-à-dire que le noyau, parce que le noyau constitué de Esola, le feu Vonda, et puis Sylvia, la femme de l'orphelin, et Ayolo. Alors ce noyau dont on était à peu près 5, et tous les jours sur le plateau de tournage, il arrivait par moments que les scènes changeaient, le scénario changeait. On avait une telle complicité qu'on pouvait se placer de côté pendant qu'on essayait d'arranger toute la technique, placer les caméras pour filmer et tout ça. On se plaçait de côté, puis paf, on se relançait le texte, et on se relançait le texte, et on était prêt à tourner. Donc, et il faut dire aussi que c'est une époque qui m'a donné le privilège de rencontrer beaucoup de personnes au Cameroun que je ne faisais que rêver de rencontrer. J'étais d'ailleurs surpris. Et puis je vais en citer quelques-uns. Le feu Tato. Tato Stephen. Stephen, oui. Le capitaine des Lions en Montagne. Voilà. Oui. Il y a mon père et ami, qui est Saleh John, on est toujours ensemble aujourd'hui. Alors, il m'arrivait, puisque à l'époque, j'allais très très souvent à la CITV, à Baladeux, pendant le tournage. Donc j'arrivais quand il y avait ces émissions où il y avait des musiciens camerounais qui venaient, soit ils venaient pour passer à une émission comme Télépodium ou autre. Oui. Alors un jour j'arrive, je vois Jean-Paul Mondo. Oui. Alors moi je le vois, je suis très émerveillé, je suis surpris, je suis heureux de le voir. Oui. Mais il est encore plus content de me voir que moi je suis content de le voir. Alors donc subitement, moi qui avait toujours rêvé de rencontrer ces personnes-là qui étaient nos idoles à l'époque. Oui. Quand je les rencontrais, la manière qu'eux ils me traitaient, la manière qu'eux ils me voyaient, ils me voyaient encore que j'étais l'idole. Donc je suis devenu l'idole des idoles. Oui. Et c'était quelque chose, je peux autant vouloir vous le décrire, mais c'est un feeling qui est indescriptible. D'être subitement le centre d'attention. Les attentions, oui. Je suis arrivé, par exemple, une histoire où on est arrivé dans une ville du Cameroun, à Saint-Mélima. On est dans un restaurant, il y a quelqu'un qui nous reconnaît, et directement la ville arrête de vivre. Donc, maintenant c'est le commissariat qui vient, il doit refaire la sécurité, et le commissaire qui improvise, il dit « Vous ne pouvez pas venir sans voir le chef de terre. Oui. » Alors, directement, on m'escorte, on m'amène. En fait, le préfet. Le préfet, oui. À l'époque, c'est feu Congo Ferdinand. Ah oui. Donc voilà, donc je m'en vais, mais quand il me rencontre, il lance un de ses fous rires. Alors ça, c'est toutes des personnes que je connaissais seulement, soit de réputation, mais que je rencontrais comme ça. Donc, et je le dirai jamais assez, malgré le fait qu'on ne nous payait pas en argent sonnant cash, la série nous a payé d'une certaine façon. En tout cas pour ceux qui pouvaient exploiter le fait d'être connu. Parce que je suis au Canada, je suis arrivé au Canada grâce quand même à une autorité de l'époque. Bon, je ne sais pas si j'ai le droit de citer son nom, mais je sais qu'il est toujours là. Et peut-être s'il écoute, il va s'en rappeler. Mais c'est grâce à cette autorité que j'étais allé rencontrer, qui m'a donné un coup de main. Puis voilà, donc je me suis retrouvé au Canada. Donc c'est autant de très très bons souvenirs. Vous êtes arrivé au Canada grâce à une bourse, c'est ça? C'était pas une bourse comme telle, mais c'était un coup de main qui ressemblait à peu près à une bourse. Oui. Très bien. Mais c'était de mon initiative que j'étais allé rencontrer cette autorité qui, comme à l'époque, toutes les autorités que je pouvais rencontrer étaient toujours impressionnées, avaient toujours hâte de me parler, avaient hâte de me présenter à leur famille. Donc, c'est dit que j'ai quand même profité. Ça vous montre que tout le monde regardait la série. Oui, donc j'ai quand même de ce côté, oui. Donc de ce côté, c'est comme ça que j'ai pu profiter un petit peu de cette notoriété pour quitter. Voilà, on en reste là. Sylvestre Longan, Bita l'orphelin, merci. C'est moi qui vous remercie, Jean-Bruno Tagne.
Merci. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette autre édition de votre émission. Autant le dit, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. Merci. Vous rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différentes offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol, l'immobilier en un clic. Nous avons pensé. Pour mieux répondre à vos attentes, nous avons rehaussé le standing. Hôtel Le Quai d'Orsay. Better than what you imagine. Au cours des 20 dernières années, le développement de l'Internet mobile a révolutionné notre façon de consommer la musique. Si en 2002, le CD représentait 90% des revenus du marché musical, aujourd'hui, le streaming, c'est 2/3 des revenus engrangés. Le monde change et pour vous accompagner, LOG Music Entertainment est une agence de distribution digitale qui permet aux artistes et labels de distribuer leur musique à travers le monde sur plus de 250 plateformes de streaming telles que Boomplay, Spotify ou encore Apple Music. Alors n'attendez plus et rejoignez la nouvelle ère, musicalement vôtre. Hôtel Noubou International. Situé à quelques minutes de l'aéroport international de Douala, l'hôtel Noubou International est un complexe de 2 hôtels au standing situé dans les quartiers d'affaires de la ville de Douala. Noubou International Hôtel de Bonapriso et Ngodi Aqua vous offre l'assurance de passer des moments inoubliables dans ses suites luxueuses et confortables. Ses chambres calmes et élégantes. Ses prestigieuses salles de conférences et de banquets avec une vue imprégnable sur la ville. Une salle de remise en forme équipée du matériel de technologie récente. Des espaces snacks et restaurants avec des menus variés et un large choix des cocktails disponibles pour vous permettre de passer des moments uniques. Bénéficiez d'une connexion internet rapide et gratuite ainsi que d'une navette aéroport disponible 24h/24. Noubou International Hotel s'impose par son style contemporain et sa touche particulière pour répondre aux besoins de la plus exigeante des clientèles. N'hésitez plus, faites confiance au groupe Noubou International Hotel. Pour plus d'informations, visitez notre site www.noubouinternationalhotel.com ou contactez-nous au 233 42 03 31. Noubou International Hotel. A touch of class.